Donc, un programme un petit peu chargé ce matin. Nous avons prévu 3 présentations. Les mesures de l'alternance. Audrey Beaufort nous fera un portrait de l'alternance des chiffres clés. Nous aurons ensuite les schémas d'accès à la voie pro, les statuts et les passerelles. Nous vous inviterons en numéro 2, là, je vous ai mis en numéro 2, à participer en nous indiquant en fait quels sont les freins d'accès à la voie pro. Nous aurons ensuite nos 2 témoins, M. Stéphane Bénard, inspecteur de l'éducation nationale en Vendée, qui interviendra pour nous faire part de la dynamique dans la communauté éducative et en particulier, il nous présentera et nous fera un petit zoom sur les parcours à venir. Où en est-on aujourd'hui? Monsieur Emmanuel Pau, qui lui est animateur du comité local école-entreprise du Nord-Sarthe, interviendra pour nous faire part de la dynamique à l'œuvre dans les territoires. Où en est-on dans la relation école-entreprise et comment les clés participent de cette initiative? Nous aurons quelques vidéos pour effectuer un zoom sur des solutions d'accompagnement des jeunes vers leur projet, vers la voie professionnelle. Donc, on a réalisé avec Madame Anne Lemat, qui doit être ici, une vidéo sur les missions de lutte contre le décrochage scolaire. Et on vous présentera aussi une vidéo sur les parcours mixés. Et puis, donc en 5e, on aura donc une présentation des outils. Donc par Céline Moret, dématérialisé, choisir mon stage, choisir mon apprentissage. Et puis aussi sur l'outil Orientibus et en particulier sur les modalités de mobilisation de cet outil, quelles sont les bonnes pratiques. Et on terminera ce webinaire par un retour sur ce que vous avez retenu et puis quels sont vos besoins à l'issue de ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, le mode de fonctionnement, donc vous avez le chat dans lequel vous pourrez poser des questions. On essaiera d'y répondre dans la mesure de nos compétences, sachant que nous avons le regret de vous annoncer que pour ce webinaire, M. Manuel Claude n'est pas présent aujourd'hui. Enfin, il ne peut pas être disponible aujourd'hui. Nous vous prions de l'excuser. Et nous n'allons pas pouvoir le remplacer sur la présentation des mesures de l'alternance, mais vous présenter les outils, moyens en fait, de retrouver l'actualité de l'alternance. Donc, sur le site Choisir mon métier, vous allez pouvoir, à partir de Choisir mon métier tout public, vous avez une rubrique « L'apprentissage pour me former au métier qui me plaît ». Quand vous cliquez sur cette rubrique, vous avez un lien. Alors, on va le faire directement. Voilà. Quand vous êtes ici, vous avez l'apprentissage pour me former au métier qui me plaît. Et dans cette rubrique, vous pouvez retrouver les principales mesures. Alors, en particulier, il y a une infographie. L'apprentissage a été étendu, les niveaux de formation, la durée, les avantages. Je ne vais pas revenir sur le détail de ces mesures. Je vous invite à consulter cette page et puis à consulter aussi donc la deuxième page qui est à partir de consulter tous nos articles et dossiers, je souhaite recruter un apprenti. Et là, vous retrouvez toutes les informations sur les mesures d'aide aux entreprises pour recruter un apprenti. Et puis, en particulier, vous pouvez suivre l'actualité de ces mesures puisqu'il y a un flux RSS qui alimente cette page.
Et alors, on a une petite information. Au CIO, nous suivons le webinaire en réunion de service. On va vous demander de bien vouloir nous indiquer pour vous quels sont les freins d'accès à la voie professionnelle pour les jeunes qui ont exprimé le souhait de s'engager dans cette voie. On vous a mis un lien de post-it et vous allez pouvoir, à partir de ce lien, indiquer quels sont pour vous les freins que vous identifiez. À partir du moment où un jeune a émis le souhait de s'engager dans cette voie, quels sont pour vous les freins qui restent pour qu'il réalise son projet? Alors, donc, le principe, vous double-cliquez vous cliquez sur le « Ajouter un post-it », vous notez votre idée, une idée par post-it, et vous double-cliquez pour l'éditer. Alors, si certains rencontrent des difficultés pour utiliser le post-it, vous pouvez indiquer les freins que vous avez identifiés dans le chat et on viendra les recopier dedans. Alors, je vois. Déjà, on a le nombre de places, le refus et les préjugés des parents, le manque de place dans certains CFA, trouver une entreprise, les mobilités, les questions de mobilité, la proximité des établissements, le manque d'informations, le manque de connaissances sur la voie pro. Alors, on est dans le sujet. Trouver une entreprise pour l'apprentissage. Alors, on va laisser ce lien vers le post-it ouvert. Vous allez pouvoir continuer à noter vos idées. Et puis, on y reviendra en fin de webinaire. Et maintenant, donc, vous pouvez continuer. Ah ben voilà, c'est parti, je crois. Donc, on va pouvoir, parce qu'on est assez minuté, donc je vais passer la parole à Beaufort. Qui va nous présenter le portrait de l'alternance en 2021 en région Pays de la Loire. Bonjour à tous. Je te laisse avancer sur mon diaporama, Marie-Josée. Alors, je vais vous présenter en effet quelques éléments de cadrage rapide sur l'enseignement professionnel dans la région. L'enseignement professionnel se découpe en deux grandes voies principales. La voie scolaire, qui est en fait celle qui regroupe le plus d'élèves en Pays de la Loire. On a à peu près 35 000 élèves dans la voie professionnelle en région. Et on a également l'apprentissage qui, lui, représente 24 000 apprentis en 2020 dans la région des Pays de la Loire. Vous le voyez sur le schéma qui est affiché à l'écran, on n'a pas exactement la même dynamique sur les deux voies. On est sur plus 1%, une petite progression pour la voie scolaire, alors qu'on a une progression assez forte, plus 7% pour l'apprentissage entre 2019 et 2020 dans la région. Alors dans le titre, on parle d'année de tous les records pour l'apprentissage. 7%, c'est une hausse qui est déjà assez importante pour l'apprentissage dans le secondaire. Mais il faut savoir que c'est dans le supérieur en fait que la croissance est la plus forte. Vous le voyez dans le petit tableau qui est dans le coin de la diapo. En fait, on a une hausse de plus de 55% de l'apprentissage dans le supérieur. Donc on est vraiment sur une année en fait vraiment exceptionnelle pour la croissance de l'apprentissage. Quelques explications sur cette hausse. On a deux explications principales. Déjà, une explication structurelle, en fait. Depuis 2018, il y a eu la mise en place de la loi pour choisir son avenir professionnel, qui a en fait élargi à la fois l'offre de formation en facilitant l'ouverture des CFA
et qui a aussi élargi les publics cibles pour l'apprentissage en repoussant l'âge légal à 29 ans. Donc, ce sont deux éléments qui peuvent expliquer cette croissance. Et puis, on a aussi une explication conjoncturelle. 2020 est l'année de la crise sanitaire. L'État a mis en place notamment le plan Un jeune, une solution avec des aides assez importantes pour faciliter l'embauche des apprentis. Et on peut voir que ça a apporté ses fruits lorsqu'on regarde les chiffres 2020. Tu peux avancer sur la diapo suivante. Voilà, un petit focus sur... tu peux revenir sur les cartes, s'il te plaît, Marie-Josée. Voilà. Un petit point, parce qu'en fait, on parle d'une hausse de l'apprentissage dans les Pays de la Loire assez importante. En fait, c'est une hausse qui est nationale. Lorsqu'on essaye de positionner la région par rapport aux autres régions, en fait, on peut noter que les Pays de la Loire sont la première région pour le poids de l'apprentissage parmi les 16-29 ans. Ça fait quelques années en fait que la région des Pays de la Loire est en tête de ce classement. Sur la carte de droite, vous voyez que les Pays de la Loire sont un petit peu moins foncés que d'autres régions. En fait, entre 2019 et 2020, on a connu une croissance un peu moins importante que dans d'autres régions. Mais comme il y a une vraie culture de l'apprentissage dans les Pays de la Loire et qu'il y a eu un investissement constant ces dernières années, on parvient quand même à maintenir cette place de leader. Quelques informations intéressantes sur les différences entre la voie scolaire et l'apprentissage. D'abord, on peut noter qu'il y a une différence en termes de public. Vous pouvez voir sur les graphiques qu'on a 47% de femmes dans la voie scolaire, alors que l'apprentissage n'accueille que 28% de femmes, toujours dans le secondaire. On a également des différences en termes de niveau d'études. La voie scolaire en fait se concentre plutôt sur des niveaux 4, niveau bac. On a un peu plus de la moitié des jeunes qui se forment en 2020 dans la voie scolaire qui intègrent un niveau 4. Là où l'apprentissage propose des niveaux un peu différents, on a un tiers des jeunes en apprentissage qui se forment à un niveau CAP, 27% à un niveau bac, et on a des niveaux d'enseignement supérieur un peu plus importants dans l'apprentissage, et on constate en plus cette année qu'on est sur une hausse des niveaux supérieurs dans l'apprentissage avec des nouvelles formations qui sont ouvertes. Donc on est bien sur deux voies de formation qui offrent des parcours assez différents pour les jeunes. Autre différence entre la voie scolaire et l'apprentissage, ce sont les familles de métiers vers lesquelles ces voies forment. Je vous ai mis le top 5 pour chacune des voies. Pour la voie scolaire, on forme en premier lieu pour les familles de métiers de la santé, de l'action sociale et de l'aide à la personne, suivi du commerce et de la vente, de l'agriculture, de l'administration, gestion, management des entreprises, et l'installation, pilotage et maintenance, qui sont des spécialités plutôt industrielles. Dans l'apprentissage, on forme en premier lieu dans le bâtiment, dans la production alimentaire et culinaire, qui regroupe notamment les métiers de bouche, et on retrouve l'installation, pilotage et maintenance, le commerce et la vente, et la santé, action sociale et aide à la personne. Ces différences de formation, en fait, expliquent aussi les différences qu'on a constatées juste avant par rapport à la féminisation de la voie professionnelle. On voit que la voie scolaire forme davantage dans des secteurs qu'on considère comme plus féminins, la santé, le commerce et la vente. Et ça explique aussi les différences qu'on a pu voir sur les niveaux de formation. L'apprentissage, en fait, forme vers des secteurs où le CAP peut être un niveau d'entrée sur le marché du travail. Donc, évidemment, l'apprentissage s'adapte à ces prérequis et une offre de formation qui est un peu plus orientée vers le niveau 3. Juste en bas, je vous ai mis un petit focus quand même qui est intéressant sur les familles de métiers entre la voie scolaire et l'apprentissage. On note que la voie scolaire est plus féminisée que l'apprentissage, y compris dans des familles de métiers qu'on considère plus masculines. Je vous ai fléché par exemple l'agriculture ou la production alimentaire et culinaire, où la part des femmes est nettement plus importante. Donc quelque part, c'est plus facile de se former dans ces métiers-là par la voie scolaire, de ce qu'on peut déduire en tout cas de ces chiffres-là. Depuis tout à l'heure, j'oppose voie scolaire et apprentissage, mais en réalité, il y a des passerelles entre ces deux voies. Et on s'en aperçoit en fait lorsqu'on observe d'où proviennent les apprentis qui se forment dans la région des Pays de la Loire en 2020. Au global, il y en a 56% qui proviennent d'une scolarité type collège, mais on en a également 18% qui viennent d'un second cycle professionnel, et on en a 13% qui viennent d'un second cycle général et technologique. Alors ces proportions sont un petit peu différentes en fonction qu'on observe les niveaux 3 ou les niveaux 4. Pour les niveaux 3, donc une entrée type CAP, en fait, les 2/3 proviennent d'une scolarité type collège, mais on en a tout de même 23% en fait qui avaient entamé un second cycle professionnel général technique qui en fait reviennent sur un niveau 3.
Et pour les niveaux 4, type Bac Pro, on en a un peu moins de la moitié en fait qui s'orientent directement depuis la sortie du collège vers ces niveaux de formation. Mais on a également près de 2 apprentis sur 5 qui étaient auparavant issus d'un second cycle professionnel général ou technologique. Donc on voit bien qu'il existe des passerelles entre ces métiers et que le parcours des jeunes n'est pas nécessairement linéaire, et c'est justement l'objet du webinaire de ce que vous nous présentez ensuite les prochains intervenants. Et je vais terminer par un dernier point sur l'insertion entre la voie scolaire et l'apprentissage. Bon, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a 51% des lycéens qui s'insèrent sur le marché du travail 6 mois après leur sortie d'études, alors qu'on a 71% des apprentis qui s'insèrent sur le marché du travail à l'issue de leurs études. L'apprentissage est une voie qui facilite grandement l'insertion sur le marché du travail. Ça peut expliquer aussi pourquoi cette voie est assez attractive ces dernières années. Alors pour autant, si on voulait vraiment être juste sur la comparaison de la voie scolaire et l'apprentissage, il faudrait descendre par famille de métiers, voire même par diplôme, puisque la différence n'est pas toujours aussi importante. Il faudrait aussi s'interroger sur le type de public qu'on accueille dans chaque voie, et on l'a vu, vers quel métier forme la voie scolaire ou l'apprentissage, puisque certains métiers proposent une insertion plus rapide que d'autres, mais ça nous permet quand même d'avoir cette vision d'ensemble entre les deux voies. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur la voie scolaire et l'apprentissage en région. Merci Audrey pour cette présentation très claire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? Sinon, on va passer donc à une présentation, justement à un partage d'expérience. Donc, Monsieur Stéphane Bénard, vous êtes inspecteur de l'éducation nationale en Vendée, et vous intervenez sur le parcours à venir. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit cadrage institutionnel et puis nous indiquer un petit peu le retour d'expérience suite à la mise en œuvre de ces parcours à venir? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, on peut passer à la première diapositive, si vous voulez bien. Voilà, merci. Donc, le parcours à venir, alors pour donner quelques éléments et partager les informations. Donc, rappelez, la question de la préparation de l'orientation, l'accompagnement des élèves, il existe dans le monde scolaire depuis longtemps, et avec une structuration des services depuis le début des années 70. Là, donc, je voulais reprendre un historique à partir de 2004, parce qu'au niveau des réflexions menées à l'échelle de l'Europe, on a eu une notion qui a été introduite, celle d'orientation et de formation tout au long de la vie. Donc, avec l'idée que les questions qu'on peut se poser pour préparer son avenir et son orientation, ça se passe pas que dans le monde scolaire ou que au moment de la formation initiale, mais c'est aussi des questions qu'on se pose quand on est dans la vie professionnelle, au moment d'étapes de reconversion ou de changement de branche professionnelle ou d'activité ou de métier. Alors, ces principes qui étaient posés en 2004, ils ont été repris progressivement aussi dans les textes qui régissent donc le monde scolaire et donc la formation initiale. Alors, on peut noter notamment la loi de 2013 qui propose une définition de l'orientation dans laquelle tous les termes sont intéressants et importants. Donc, l'orientation comme processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle. Donc là, on a l'idée aussi de continuité dans la réflexion, dans le processus, et d'une continuité de ce qui se passe dans le temps scolaire et de ce qui va se passer après, une fois l'insertion professionnelle réalisée. Le parcours à venir proprement dit, donc c'est une notion qui est apparue avec la réforme du collège en 2015, qui fait partie d'un des 4 parcours éducatifs aux côtés du parcours santé, parcours citoyenneté, du parcours en lien avec le monde culturel et les arts, dans l'idée qu'on est bien aussi sur une démarche pédagogique dans le cadre du parcours à venir, dans l'idée qu'on va proposer ou permettre aux élèves de s'ouvrir au monde de l'entreprise, au monde des métiers et aux différentes modalités de formation, dont celle de l'apprentissage et de la voie professionnelle. Donc s'intéresser à tous ces domaines-là comme un élément de connaissance et de culture en soi, sans avoir l'urgence ou la pression des étapes d'orientation, d'affectation, notamment en fin de 3e et de terminale. Et puis donc la loi de 2018 qui a déjà été évoquée tout à l'heure, qui pose aussi de nouvelles donnes
par rapport au monde de l'apprentissage, qui va induire pour l'éducation nationale et le monde scolaire, donc la transformation de la voie professionnelle également. Et puis sur l'orientation ou en lien avec l'orientation, qui pose aussi un partage de compétences entre l'État, donc l'éducation nationale, le rectorat et les services au niveau de l'académie, et le conseil régional, donc dans le domaine de l'information sur les métiers et les formations. Alors le parcours à venir, donc il vise à quoi? À intervenir ou à travailler avec les élèves et donc les parents aussi à différentes étapes pour modifier les stéréotypes. Alors, on a rapidement en tête des stéréotypes sur la place des filles ou des garçons dans tel domaine de formation ou dans tel type d'études. Modifier aussi ou intervenir sur des représentations erronées sur des métiers, des idées reçues sur certains métiers, sur certains domaines de formation, sur certaines modalités de formation. Donc, c'est aussi un travail pédagogique pour travailler avec les élèves sur ces aspects-là. C'est également donc ouvrir le champ des possibles, donc voir que il y a plusieurs chemins possibles dans un parcours de formation et plusieurs chemins possibles, alors des chemins linéaires, mais c'est aussi des chemins de traverse qui peuvent exister et voir aussi ou percevoir qu'il y a aussi des allers-retours à certains moments, encore une fois, soit dans son parcours scolaire, soit dans la vie professionnelle. Favoriser l'ambition, c'est-à-dire que c'est pas forcément chercher à tout prix à ce que tous les élèves rentrent en classe préparatoire, mais favoriser l'ambition, c'est aussi se dire qu'il y a besoin de lutter contre l'autocensure. Donc le fait que certaines familles ou certains élèves s'empêchent de faire des choix ou de penser à certains projets parce qu'ils ne s'en sentent pas ou ne s'estiment pas en mesure ou capables de le faire, alors que rationnellement, c'est pas forcément le cas ou c'est pas forcément une réalité. C'est aussi l'idée de contribuer à l'acquisition de compétences à s'orienter, donc qui vont servir à tout moment de la vie scolaire et professionnelle. Donc compétences à s'orienter, donc ça peut être en quelques mots recueillir des informations, être en mesure de les analyser, de les filtrer et de les trier et de se les approprier par rapport à une trajectoire plus individuelle ou plus personnelle. Et donc, à un moment donné, d'avoir des outils ou la possibilité ou des modalités pour faire un choix le plus rationnel possible avec les possibilités et contraintes qui se posent à un moment donné. Et puis, alors, le parcours à venir, donc il y a aussi une finalité, mais encore une fois, ça ne peut pas se réduire qu'à ça, donc de contribuer à la construction du projet d'orientation, et puis donc de le préciser ou de le cristalliser en fin de troisième ou en fin de terminale, lorsqu'il y a des procédures ou des processus d'orientation, d'affectation. Et donc là, avec une place dans ces moments-là toute particulière avec les parents d'élèves, par rapport à ce qu'on appelle des phases de dialogue autour de l'orientation, donc entre les personnels de l'établissement et puis les familles. Alors des principes et des modalités, donc une démarche pédagogique que j'évoquais déjà tout à l'heure. Donc c'est plus que l'idée de simplement apporter des formations. Ce n'est pas, là j'ai déjà dit aussi, mais c'est pas seulement au moment des étapes d'orientation, d'affectation à FELNET en troisième, Parcoursup en terminale qu'on s'en préoccupe. C'est vraiment une continuité, une progressivité. Ce qui est garanti ou ce qui se met en place au niveau des établissements par une programmation des situations d'apprentissage, des situations pédagogiques. C'est ce qu'on appelle le volet orientation du projet d'établissement ou une construction qui va viser à proposer un ensemble d'activités ou d'actions de façon la plus cohérente possible, la plus progressive possible et avec une continuité qui accompagne les élèves en collège et en lycée, avec des horaires dédiés qui ont été posés ou présentés dans des textes plus récents, donc un volume indicatif de 12 heures en quatrième, de 36 heures en troisième, des 54 heures donc en lycée général et technologique, donc avec la réforme du bac général et du lycée qui est récente, et puis aussi des 90 heures par année donc de formation au lycée professionnel. Donc là, une notion et un horaire qui vient ou qui a été mis en place dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, dans l'idée d'accompagner les élèves pour soit se préparer à l'insertion, soit se préparer à la poursuite d'études, par exemple, après un bac pro. Et puis, c'est un principe et une logique de partenariat
Donc au sein de la communauté éducative, donc on parlait des parents, les professeurs principaux, chefs d'établissement, les psychologues de l'éducation nationale, dans le réseau de formation d'éducation nationale publique, des partenariats avec d'autres établissements. Alors on va viser bien sûr les établissements qui proposent des formations d'un niveau supérieur, donc des lycées et des CFA pour les collèges et puis l'enseignement supérieur pour des lycées et des lycéens. Des partenariats donc avec des entreprises, les services d'orientation, donc les centres d'information et d'orientation de l'éducation nationale. Donc j'en profite au passage pour saluer l'équipe du CEU de Nantes. Et puis donc tout récemment ou plus récemment, donc des services d'orientation du conseil régional. Donc ça va être traité un petit peu plus tard dans le webinaire. Et puis donc n'apparaît pas sur la diapo, mais on peut aussi citer ou penser à des partenariats avec des associations diverses et variées qui interviennent sur le champ des métiers donc dans ces domaines-là. Alors sur la diapositive suivante, voilà, merci Madame Guillon. Donc là de schématiser ou de synthétiser une des constructions possibles de ce qui peut se passer. Donc là c'est plutôt en collège, de la classe de 6e à la 3e. En regroupant ce qui est proposé dans plusieurs collèges, on peut arriver à ce type de programmation ou je parlais tout à l'heure du volet orientation, avec des activités pédagogiques qui peuvent commencer dès la 6e, avec des recherches documentaires, sous différentes formes, donc des séances collectives, des séquences en lien avec les matières ou les disciplines scolaires, des temps de préparation de procédures. Ça peut être aussi à travers des thématiques ou des sujets plus transversaux, donc l'égalité filles-garçons, des thématiques comme le développement durable. C'est propice aussi pour parler de métiers, de formation et des choses de ce domaine-là. Et puis après, des activités en lien avec la création ou des projets de type mini-entreprise qu'on peut trouver dans quelques établissements scolaires. Un peu plus tard, donc plutôt en fin de parcours, 4e, 3e, on aura des temps forts autour de semaines de l'orientation, donc soit en s'appuyant sur des semaines qu'on trouve au niveau national, donc semaine de l'entreprise, semaine de l'entrepreneuriat au féminin, semaine de la voie professionnelle. On a aussi des printemps de l'orientation à la mi-mars qui sont proposés maintenant. Des temps d'entretien d'orientation, donc là encore avec différents personnes ou personnalités dans l'établissement, donc professeur principal, chef d'établissement, psychologue de l'éducation nationale, qui permet là aussi de personnaliser et d'individualiser, de construire le parcours d'orientation ou de formation de chacun des élèves. On a d'autres manifestations, donc ou réalisations, des rencontres avec des élèves déjà engagés sur des formations de lycée ou de l'enseignement supérieur, de la rencontre d'anciens élèves. Alors bien sûr, tout ce qui est temps de visite d'établissement ou d'intervenants d'établissement dans le collège, par exemple. Donc les proviseurs du secteur viennent présenter leur établissement et leur formation. Toute une série d'actions pour rencontrer des professionnels avec des intervenants dans l'établissement scolaire, des temps de visite d'entreprise plus ou moins longues sous différents formats. Et il y a tout ce qui se déroule dans le cadre des forums, alors des forums internes à des établissements qui peuvent faire intervenir des entreprises au local, des parents d'élèves qui viennent témoigner de leur métier ou de leur formation, et puis des salons qui sont organisés dans chaque département ou à une dimension infradépartementale dans certaines zones géographiques. Et puis, alors, en point d'orgue, si on peut dire, ou ce qui est plus connu ou plus visible dans le grand public, c'est la séquence d'observation d'entreprise, pour reprendre la terminologie un petit peu plus officielle. Mais donc, cela, on parle du coup du stage de 3e qui est obligatoire et proposé pour chaque élève de 3e. Mais encore une fois, donc même si c'est le plus connu du côté du grand public ou c'est celui qui est le plus cité, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série d'activités, toute une continuité, une programmation qui est proposée aux élèves. Donc dès la 6e ou le plus tôt possible, encore une fois, pour que les sujets liés à l'orientation, liés au parcours à venir, soient aussi compris ou vécus comme un élément de connaissance et de culture en soi, et qu'effectivement, à un moment donné, il faut les concrétiser, les transformer dans des procédures d'orientation et d'affectation.
Et donc ça, pour le coup, donc c'est valable pour toute idée d'étude. Et bien sûr, ça s'applique et c'est aussi l'occasion de traiter, d'aborder, d'évoquer avec les élèves et les parents, donc tout ce qui concerne la voie professionnelle et l'apprentissage, parce que c'est une modalité qui se développe, ça a été dit tout à l'heure, et c'est des choses qui se développent à grande vitesse, y compris au sein des établissements sous statut scolaire. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour évoquer le parcours à venir. Merci pour cette présentation très claire. Alors, nous avons une question. Comment sont déclinées les heures dédiées de 12 heures en quatrième et 36 heures en troisième dans l'emploi du temps hebdomadaire des élèves? Comment ça se passe, cette déclinaison? Alors, sur l'emploi du temps, alors là, on peut avoir différents fonctionnements. C'est des établissements qui vont faire apparaître un créneau hebdomadaire dans l'emploi du temps des classes. Alors, parfois regroupé en quinzaine, sur une quinzaine. Donc, on aura 1 heure tous les 15 jours ou des blocs d'1 heure ou 2 heures qui sont inscrits dans l'emploi du temps des élèves. D'autres fois, donc ça peut faire écho, par exemple, à des heures de vie de classe ou des choses qui sont là aussi peut-être plus connues du grand public ou mieux partagées. Il y a aussi des fonctionnements où il n'y a pas forcément d'horaire inscrit à la semaine, mais c'est le cumul de toutes les activités, quand on parlait tout à l'heure de visite d'entreprise, de temps d'entretien, le temps de découverte d'un établissement de formation. Donc, on veille dans l'établissement à ce que ça corresponde à un horaire. Donc, là encore, c'est indicatif d'une douzaine d'heures en quatrième, de 36 heures en troisième, et donc des horaires un peu différents en lycée. Mais en même temps, voilà, ça n'empêche pas non plus de déjà faire des choses ou de mener des travaux ou des activités dès la classe de sixième. Merci. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer, après cette présentation, à une solution pour des personnes qui ont des difficultés à conduire leur projet. Une présentation des MLDS. Donc, on a ici Madame Lemat qui est présente et on a avec le service de lutte contre le décrochage scolaire réalisé une vidéo. Justement pour présenter la mise en œuvre de solutions d'accompagnement d'un jeune via la solution de décrochage scolaire. J'ai 18 ans, je suis en bac pro commerce métier de la vente. Je suis en alternance, j'ai mon brevet et j'ai arrêté en première. L'année d'après, je suis allé du coup à la MLDS où on m'a redirigé vers un bac pro. Les MLDS sont répartis dans l'ensemble de l'académie, dont la mission est à la fois d'accueillir des jeunes décrocheurs, de les remobiliser en vue d'un retour en formation initiale. Je suis coordinatrice pédagogique en ingénierie de formation sur le dispositif MLDS. Loen, lui, c'était un élève qui se retrouvait en fait sans solution de formation. Suite à son apprentissage qu'il avait commencé, le patron a décidé de mettre un terme à son apprentissage. Donc il s'est retrouvé sans solution de formation. Donc on commence toujours par un entretien avec la famille et le jeune. L'objectif, c'est de connaître vraiment l'élève dans sa globalité, pas uniquement en fait l'élève qui a décroché. Il y a une personnalité autour de l'élève, il a des compétences, il a des temps de cours, des temps en stage. J'ai négocié en fait avec un établissement des alentours que l'ON puisse faire une immersion en fait en bac pro métier du commerce et de la vente. Il a fait en fait 2 semaines d'immersion dans cet établissement. Ce que je fais, c'est vraiment du cousu humain. J'essaie vraiment d'adapter l'emploi du temps de chaque jeune en fonction de ses besoins. Et puis, c'est vraiment l'occasion, en fait, de toute l'année d'aller tester, d'être curieux, de se dire, bon, là, j'ai une année pour aller tester plein de choses. Et puis, au moins, en septembre de l'année prochaine, je suis sûre de moi. Suite à ça, en fait, il m'a dit, bah oui, effectivement, la vente, ça a confirmé, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais par contre, pas en lycée. Moi, c'est plutôt d'aller en apprentissage. Il s'est préinscrit, en fait, sur le site. Ensuite, il a eu un entretien avec le CFA. Qui lui a aussi proposé des offres d'apprentissage. Et en fait, il a eu un entretien avec l'Arrogant. Je suis co-gérante de la société L'Arrogant. C'est une boutique sur Nantes de
tatouage, piercing et vente de bijoux de piercing. On a besoin d'effectifs, on a besoin aussi de jeunes et on avait déjà sélectionné notre apprenti en fait. Donc l'ON est venu un peu, on va dire, à la dernière minute. Mais je lui ai quand même dit de venir se présenter. Quand l'ON s'est présenté, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. C'est un garçon, je pense, très prometteur, qui a quelque chose en plus que d'autres n'ont pas. Ce que je fais le plus à l'arrogant, ça va être du coup de la vente, parce que c'est le principal à faire dans le bac pro. Je vais conseiller les clients, je vais essayer de les fidéliser, qu'ils reviennent le plus possible, qu'ils soient satisfaits surtout. Après, à côté, je vais poser quelques bijoux. Il me dit souvent, en cours, ça m'a servi parce qu'on a fait tel exercice avec vous, et ça m'a servi pour l'école, qui est des matières dans lesquelles ils vont étudier certaines choses, et ça peut aussi nous servir parce que l'ON, c'est un garçon qui est aussi beaucoup dans l'interaction. C'est quelqu'un qui va énormément communiquer. Moi-même, ça me permet de me remettre un petit peu dans l'apprentissage et dans la théorie. C'est complémentaire. L'ON avait aussi quelques petits soucis personnels. Et pour moi, c'est primordial en fait de vraiment prendre le jeune dans sa globalité. Si le jeune a des soucis perso, il n'arrivera pas en fait à grandir sur le volet scolaire et professionnel. En fait, si ce frein, il est toujours là. C'est un vrai investissement. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. On a une responsabilité face à cet apprentissage, parce qu'une fois qu'on s'engage avec un jeune, il faut quand même le suivre, il faut quand même le former et il faut être présent pour lui. Donc ça, je pense que c'est important. Moi, j'adore voir les yeux de mes élèves pétiller, en fait, de les voir grandir. Alors, si j'avais un ami qui était un peu perdu dans sa voie et qui voulait tester l'alternance, moi, ce que je pourrais lui dire, c'est que faire des études, il y aura que la théorie, mais la pratique sera pas du tout la même. Alors que là, on est dans la pratique et dans la théorie, donc on saura directement si on est vraiment bien dans ce métier. Il y a quelques questions sur la MLDS, donc je vais me permettre d'y répondre. Anne Lemat, déléguée académique à la persévérance scolaire et à l'insertion. Et donc la DAPSI, qui est implantée au sein du rectorat de Nantes, coordonne justement les MLDS. Donc il y a des questions sur comment contacter la MLDS, quelles conditions. Donc les MLDS, elles sont implantées un petit peu partout dans l'académie. Donc je ne sais pas dans quel établissement vous êtes, hein, Madame Morand. Donc il y a vraisemblablement une MLDS à proximité de votre établissement. Donc il est possible que le chef d'établissement puisse contacter la MLDS pour pouvoir envisager une prise en charge d'un ou des élèves en situation de décrochage. Alors ça passe aussi par le réseau focal, qui est un réseau éducation nationale qui permet justement d'étudier toutes les situations des jeunes en décrochage et qui peuvent aussi orienter les jeunes vers les MLDS. Donc, il s'agissait du lycée Julien Gracq à Beaupréau en Mauges. Alors, Beaupro, le plus près, ça doit être Cholet au lycée Renaudot. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette solution qui vous a été présentée? Nous accueillons Monsieur Emmanuel Pau, qui est animateur du CLE Nord-Sarthe, et nous l'invitons donc à nous faire part de son expérience d'animation du CLE et de la relation école-entreprise. Je vous passe la parole, Monsieur Pau. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc Emmanuel Pau, je suis proviseur du lycée des métiers Jean Rondeau à Saint-Calais et animateur du CLE Sarthe-Nord. Je vais vous présenter en quelques mots le CLE, le Comité local éducation économie, qui est en fait un lieu d'échange et de ressources entre le monde de l'entreprise et celui de l'école. À un moment donné, c'est vrai que l'école a parfois été éloignée de l'entreprise et aujourd'hui, nous avons à la fois des thématiques communes, l'orientation, la formation, l'insertion, insertion propre à certains bassins d'emploi et bien entendu, toutes ces thématiques, nous les partageons avec des acteurs de l'entreprise. Nous, acteurs de l'éducation, que ce soit chef d'établissement, professeur, référent, on a parlé du CIO, on a parlé de la mission locale, on a parlé des MLDS. Nous nous retrouvons dans le cadre de réunions et nous travaillons sur ces différentes thématiques. Alors, vous avez une première diaporama où
voyez l'ensemble des comités locaux éducation et économie sur l'Académie de Nantes. Je vais vous faire peut-être un petit focus sur la Sarthe. Néanmoins, il faut savoir que toutes ces actions existent sur l'ensemble de l'Académie. Alors, ça consiste en quoi rapprocher le monde de l'économie, le monde de l'entreprise et, je dirais, les établissements scolaires. Ça va consister d'abord en une connaissance mutuelle des uns et des autres. Vous avez des thématiques comme les savoir-être qui sont aujourd'hui portées par l'entreprise et qui nous permettent, en tant qu'établissement, d'avoir une association dans la formation sur les savoir-être. Alors, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez voir une entreprise qui a des attentes fortes, elle a des attentes fortes en termes de ressources humaines. Et elle est très intéressée pour accueillir des élèves, que ce soit au troisième, bien entendu, on a parlé de ce stage, mais aussi en lycée professionnel et dans d'autres établissements. Je vous ferai un petit focus tout à l'heure sur les publics mixés, puisque en lycée professionnel, aujourd'hui, nous accueillons des élèves en formation initiale et aussi des apprentis. Alors, l'entreprise, elle a une connaissance du jeune qui est partielle. Et c'est pour ça qu'elle est très intéressée par le comité local éducation et économie. Parce qu'aujourd'hui, le jeune, il est multiple. Nous le connaissons, nous avons des jeunes qui traversent parfois des trajectoires complexes. Nous avons des élèves allophones, nous avons des élèves qui sont issus de familles monoparentales, de familles recomposées, etc. Et le jeune, dans sa globalité, aujourd'hui, bien entendu, ce n'est pas le même qu'il y a 20 ans. Et les entreprises, aujourd'hui, elles sont très attentives à cet accueil. Et elles sont très attentives aussi à ce que nous, les établissements scolaires, nous leur présentions aussi nos jeunes dans leur globalité. Alors, très concrètement, ça veut dire que vous avez parfois des professionnels de l'entreprise qui vont venir dans nos établissements scolaires, qui sont invités. Ça veut dire aussi que nous allons aussi, nous, en tant qu'établissement, aller dans l'entreprise. Et aujourd'hui, quand, par exemple, vous êtes chef d'établissement d'un collège catégorie 2, un petit collège, bien entendu, vous allez avoir la première difficulté, c'est libérer vos enseignants. La deuxième difficulté, ça va être trouver la ressource pour payer, par exemple, le transport qui va vous permettre d'aller dans une entreprise. Aujourd'hui, autour du clé, on va faire un certain nombre d'actions. On va être dans le pratico-pratique et, par exemple, la construction d'une visite en entreprise, d'une classe, c'est quelque chose qui va être évoqué. Qui va être évoqué avec une solution possible pour l'établissement. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Le professeur de maths va accompagner sa classe de troisième dans une entreprise et il va faire son cours parce qu'on va lui laisser une salle, bien entendu, et ensuite, il va aller voir le monde de l'entreprise. Je pense par exemple à JKN Driveline, et là, il va avoir une vision et une représentation qui va être fort différente. D'abord parce que les entreprises auront fait un cours de maths et qu'il y aura forcément un lien. Et ensuite, les élèves vont voir un monde de l'entreprise, je parle notamment du monde de l'industrie, qui ne correspond plus du tout à certaines visions qui sont encore très présentes à la fois dans les familles. Là, nous avons parfois des familles qui sont très éloignées du monde économique et parfois chez nos enseignants qui sont en charge de l'orientation. Je vais prendre un exemple très simple. Un enseignant qui va avoir plutôt un parcours universitaire va avoir une connaissance très partielle de l'entreprise. Donc, l'idée de faire venir des enseignants dans les entreprises ou de faire venir des entreprises dans les établissements scolaires, c'est aussi permettre de casser les représentations et c'est permettre aussi à des jeunes de construire des projets d'orientation auxquels ils ne pensent pas forcément. Donc, l'intérêt du stage de troisième, c'est bien entendu ce premier contact. Et c'est pour ça que dans certains quartiers prioritaires de la ville, notamment, nous travaillons avec des clubs d'entreprises comme le club FACE, Fondation Agir contre l'exclusion. Et ce club d'entreprise va par exemple proposer à des élèves qui sont très éloignés du monde économique, très éloignés de la notion de réseau, à proposer plutôt un package de stages. C'est-à-dire que plutôt que faire 5 jours dans la même entreprise, je vais être peut-être volontairement caricatural, qui va être la boulangerie qui est dans le bas de l'immeuble. On va faire 5 jours dans 5 entreprises différentes et tout ça porté par un club d'entreprise. Donc,
Dans le cadre du comité local éducation économie, les clubs d'entreprise sont présents, des associations sont présentes. Je vous ai parlé du club FAS, mais je vous parle aussi de l'association Jeunesse Entreprise. Et tous ces clubs vont permettre aux établissements scolaires de construire, bien entendu, des actions. Il ne s'agit pas de construire des actions qui soient des usines à gaz, mais plutôt des actions réalistes, ambitieuses et pratiques. Je parlais par exemple d'une visite en entreprise qui serait aussi financée parfois par les acteurs de la région. La région est aujourd'hui un acteur sur la thématique de l'orientation. Donc tous ces projets clés en main facilitent bien entendu pour les professeurs principaux notamment le travail d'orientation et la liaison entre l'entreprise et bien entendu les établissements scolaires. Alors vous avez bien entendu une diaporama devant vous qui vous permet un petit peu de mieux comprendre les attentes des uns et des autres. Bien sûr que du côté de l'entreprise, il y a une meilleure compréhension du public accueilli. Je vous ai mis quelques exemples de remédiation, notamment la présentation des attentes des entreprises en amont du stage. Vous avez également aussi des professeurs référents qui parfois se rendent dans les entreprises pour expliquer effectivement l'hétérogénéité du public et aussi les attendus en termes de période de formation en milieu professionnel, ce que vous découvriez sur le terme de PFMP. Alors bien entendu, tout ça a donné lieu à de nombreux échanges. Alors dans ces échanges et dans ces projets communs, vous avez par exemple des chartes qui sont construites, vous allez en avoir une tout à l'heure, des chartes pour mieux accueillir une classe de collégiens ou une classe de lycéens. Et vous allez, voilà, c'est le petit document qui vous est présenté, c'est un petit document que vous allez retrouver. Ça permet, ça détaille pour des professeurs la possibilité, bien entendu, de construire une séquence en entreprise, d'accord, avec un accueil. Et tout cela, bien entendu, peut être entièrement organisé, j'insiste, par certains clubs d'entreprise ou certaines associations. Ce qui permet aux professeurs de simplifier, bien entendu, ces premiers contacts avec le monde de l'entreprise. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a parmi nos enseignants, notamment en troisième, parmi nos professeurs principaux, des enseignants qui peuvent avoir une connaissance partielle de l'entreprise et par conséquent qui vont transmettre un certain nombre d'informations sur l'orientation qui peuvent être elles aussi partielles. Voilà, donc vous avez un exemple qui est donné avec la visite de la classe d'entreprise, le retour, ce qu'on peut faire après, la fin de visite dans l'entreprise, le retour en classe, la restitution orale. Tout ça, ce sont des exemples sur lesquels, nous travaillons dans le cadre des comités locaux éducation et économie. Alors, vous allez retrouver tous ces travaux en fonction des territoires dans lesquels vous êtes, avec bien entendu une incidence forte au niveau des bassins d'emploi et également une incidence forte au niveau de l'insertion, puisque si vous êtes dans le bassin du nord de la Sarthe, vous avez forcément une réflexion qui va être peut-être différente d'un bassin comme celui de la Vendée Ouest ou celui de la Vendée Est. Donc j'insiste beaucoup sur la connaissance des territoires et sur le fait de faciliter, bien entendu, ce travail de découverte d'informations, des formations, par les professeurs principaux. Il faut savoir que nos jeunes, parfois, sont confrontés à des problématiques de mobilité. Et l'idée, ça va être aussi de faire découvrir les formations qui se trouvent en proximité et qui correspondent aussi à des demandes d'entreprise en matière d'insertion. Là, le développement des publics mixés en lycée professionnel, c'est aussi en lien avec les territoires, puisque les entreprises prennent aujourd'hui des jeunes. Ces jeunes à qui nous proposons un contrat d'apprentissage à partir de la classe de première bac pro en lycée professionnel sont des jeunes qui vont aussi, bien entendu, être dans des problématiques de mobilité parfois réduites. Et pourtant, l'idée est bien de faire découvrir à ces jeunes un tissu économique plus global et
un territoire qui parfois propose des emplois auxquels les jeunes ne pensent pas. Voilà. Du côté des établissements scolaires, bien entendu, nous avons des attentes vis-à-vis des entreprises, un rôle éducatif sur les savoir-être. Aujourd'hui, les entreprises sont soumises aux mêmes problématiques que nous dans les classes, des collaborateurs qui arrivent en retard, des difficultés liées à la ponctualité. Donc, tout ce que nous mettons en place dans nos établissements intéresse particulièrement, notamment les DRH qui sont présents dans nos actions. Augmenter le nombre de stages, c'est bien entendu très important, notamment pour les élèves de 3e. Et puis, parallèlement à ça, dans les clés, vous allez réfléchir, je m'adresse notamment aux principaux de collège, vous allez réfléchir à un calendrier différencié en liaison avec les entreprises qui va permettre d'absorber un certain nombre d'élèves en stage en décalant le calendrier des départs en stage. Je crois que nous arrivons au terme. Si je veux bien, on va pouvoir passer aux questions. C'est ce que me dit Madame Guillon. Donc, je crois que nous allons passer aux questions. Je voulais juste vous développer une dernière petite action. On fait bien entendu des opérations à destination des lycéens, des opérations à destination des collégiens, des organisations de journées d'immersion en entreprise pour les enseignants et aussi des organisations de séquences pédagogiques dans des entreprises. J'insiste beaucoup sur cette dernière action. Très intéressante parce que c'est vrai que quand vous avez des élèves qui parfois ont du mal à voir le lien entre ce que je fais en cours, ce que je vais faire ensuite, qui sont dans des temps problématiques d'orientation toujours extrêmement volatiles, qui ont du mal à trouver leur voie, on va les aider dans la construction de ce parcours. Ça peut être en apprentissage, ça peut être en formation initiale. On peut s'orienter dans une voie et ensuite rebondir dans une autre. Et on leur montre ça aussi en étant dans l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, ils vont rencontrer des collaborateurs qui ont changé de service, qui ont eu d'autres parcours, qui ont fait d'autres métiers. Et ça, c'est aussi l'intérêt de cette rencontre et l'intérêt de ce départ avec toute une classe dans une entreprise. Voilà, je crois que j'ai été un petit peu plus long que prévu. Je m'en remets à Madame Guillon sur les questions. Pas de souci. Je pose la question aux participants là. Est-ce que vous souhaitez avoir des éléments d'éclairage, des compléments? Bien entendu, à votre disposition si vous avez d'autres questions sur les comités locaux éducation économie de l'Académie de Nantes qui sont quand même particulièrement vigoureux. Alors, c'est très clair, merci, dans les commentaires. Les dates mentionnées, c'est en 2022. Alors concernant les calendriers, là, tous les calendriers qui sont mis en place, l'idée, c'est aussi d'avoir des calendriers communs. JPO, soirée de l'orientation, animation diverses et variées, forum d'emploi dans les établissements scolaires. Donc, je vous ai mis des petites dates qui n'étaient pas en 2022. Hein, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. D'accord. Merci de cette précision. On va évoquer... Je vous remercie. Je vous remercie. Nous allons maintenant évoquer les schémas d'accès pro. Comment s'y retrouver et comment identifier les différents statuts. Donc, ce que je vous propose, c'est une vidéo qui a été réalisée par Régine Langronne, qui s'excuse, qui n'a pas pu participer ce matin, mais qui nous a enregistré sa contribution. Et je vais vous la partager. Donc là, on est sur les statuts d'accès à la voie pro. Bonjour à tous. Je vais revenir sur la transformation du lycée professionnel qui s'est mise en place simultanément avec la loi du 5 septembre 2018. Il s'agit bien d'une transformation pour répondre aux objectifs de formation tout au long de la vie, d'accompagner l'évolution des métiers, de renforcer la logique de parcours et de développement continu des compétences. Donc, avant de rentrer plus sur les parcours qui sont proposés dans la voie pro, je voulais revenir sur les différents statuts. Aujourd'hui, un parcours dans la voie professionnelle se construit progressivement avec des parcours très fluides. On peut changer de statut en cours de formation, commencer sous statut scolaire puis devenir apprenti. On peut devenir apprenti à tout moment
à tout niveau, en master, en bac pro, en BTS, CAP, soit en CFA, soit dans un lycée professionnel. On considère aujourd'hui l'orientation comme un processus en mouvement avec des jeunes très volatiles dans leur choix qui avancent et changent de projet. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu le cas d'un jeune en seconde bac pro métier de l'hôtellerie et de la restauration qui, à l'issue du premier semestre, se réoriente en CAP maintenance des matériels option espace vert par apprentissage dans une EMFR. Voilà, donc si je reviens sur le statut scolaire. Un jeune obtient le statut scolaire de par son inscription dans un établissement scolaire. Les périodes de formation au milieu professionnel sont encadrées par des conventions de stage. Il bénéficie des vacances scolaires, des bourses. Sa scolarité est régie par le Code de l'éducation. Il est sous la responsabilité du chef d'établissement. Pour obtenir le statut apprenti, c'est la signature d'un contrat d'apprentissage qui induit ce statut. Et un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui est régi par le Code du travail, qui impose des droits et des devoirs pour l'apprenti, le CFA et l'employeur. L'apprenti effectue des temps de formation au CFA selon un calendrier de l'alternance qui est établi en amont, avec des durées de formation qui sont réglementées. Il bénéficie de 5 semaines de congés payés. Ses absences, arrêt maladie, accident de travail sont régis par le Code du travail. Il est sous la responsabilité de l'employeur. Alors, les différents parcours possibles dans la voie professionnelle. L'objectif, c'est d'offrir aux élèves un tremplin vers une insertion dans la vie active ou vers des poursuites d'études. On s'inscrit bien dans une logique de parcours avec une construction progressive du projet professionnel. On est également dans une logique d'accompagnement pour être au plus près des besoins des élèves. Il faut savoir que quand un jeune échoue à un diplôme, CAP, bac pro, BP, BMA et mention complémentaire, il reçoit une attestation de reconnaissance de l'acquisition des blocs de compétences qui correspondent aux unités qu'il a validées. Et cette attestation lui permet de garder le bénéfice des compétences acquises et de valider les manquantes ultérieurement, soit par un complément de formation, soit par de la VAE, validation des acquis de l'expérience. Alors, sur le diaporama, dans un souci de lisibilité et de simplification, je n'ai fait apparaître que les formations qui relèvent de l'éducation nationale. Et de la même façon, le ministère de l'Agriculture propose des CAP, des bacs pro et des brevets professionnels préparés en 2 ans aux jeunes qui sortent de 3e. Donc, si je reprends le CAP, dans une formation CAP, le jeune peut poursuivre par une mention complémentaire de niveau 3, un BP ou un BMA, brevet professionnel, brevet des métiers d'art, qui se prépare en 2 ans et qui lui donne un diplôme de niveau 4. Il peut également intégrer une première baccalauréat professionnel. Il faut savoir que c'est une passerelle que l'on favorise pour lui permettre de préparer un bac pro. Alors, la formation en CAP, normalement, s'effectue sur 2 ans, mais il est possible d'adapter la durée de la formation en 1 an ou 3 ans sous statut scolaire pour répondre aux besoins des élèves. Ces adaptations pédagogiques se font au niveau de l'établissement après une évaluation des besoins d'accompagnement par l'équipe pédagogique qui se réalise en général au cours du premier semestre. Cette évolution sur le CAP sous statut scolaire fait référence à la durée du contrat qui peut être aménagée quand on est en apprentissage en fonction des acquis de l'apprenti. Quand un jeune prépare un bac pro 3 ans, il peut poursuivre sa formation par une mention complémentaire de niveau 4, un BTS, souvent, un but, une licence ou une école d'ingénieur. C'est un peu plus rare, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des écoles d'ingénieurs depuis quelques années déjà, des écoles d'ingénieurs qui préparent les jeunes à un diplôme d'ingénieur et qui recrutent à partir du bac pro et pour lesquels la formation peut se dérouler en apprentissage. Alors, tout au long de la formation en bac professionnel, des modules de consolidation des acquis, de l'accompagnement personnalisé et de l'accompagnement à l'orientation
notamment en terminale bac pro, sont proposés. L'accompagnement à l'orientation en terminale s'articule autour de 2 axes principaux, la préparation à l'insertion dans la vie active et la préparation à la poursuite d'études. En seconde professionnelle, le jeune a le choix entre une famille de métier ou une spécialité. S'il a un projet déterminé, il peut s'engager dans une spécialité. Voilà, donc l'objectif des familles de métier, c'est de donner du temps aux élèves pour confirmer leur projet d'orientation et leur permettre donc de choisir d'abord une famille de métier en seconde et puis une spécialité de baccalauréat en première. Il ne s'agit pas d'une seconde de détermination, mais le jeune qui est inscrit dans une seconde professionnelle est bien inscrit pour préparer un bac pro, un bac professionnel qui est en lien avec la famille de métier. Je vais vous donner un exemple par la suite. En seconde, on va privilégier le travail sur les compétences professionnelles qui sont communes aux métiers de la même famille. Il y a aujourd'hui 14 familles de métiers, je vais vous en citer 3. Les métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics, les métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique, les métiers de la relation client. Par exemple, les métiers de la relation client regroupent le bac pro métier de l'accueil et le bac pro métier du commerce et de la vente. Alors, je voulais terminer en faisant un point, un zoom sur une évolution majeure des lycées professionnels. Les lycées professionnels proposent aujourd'hui des classes mixées où on a dans la classe à la fois des élèves et des apprentis. Donc, les équipes pédagogiques ont mis en place une organisation qui permet d'accueillir des apprentis au sein des classes. L'objectif, c'est de permettre à l'élève de changer de statut au cours de sa formation. En général, le jeune commence sous statut scolaire en seconde, et puis à partir de la première ou de la terminale, il change de statut, mais reste dans la classe avec ses camarades et poursuit sa formation dans l'établissement. Vous avez à l'écran la carte des qui propose du mixage. Alors, cette carte est arrêtée au 15 septembre, puisque c'est une carte qui est en évolution constante, puisque l'objectif, c'est de répondre aux demandes des familles et des jeunes pour sécuriser le parcours de formation. Si, pour une raison quelconque, il y a une rupture de contrat, le jeune conserve sa place dans la classe et reprend le statut scolaire. Alors, pour conclure, je voulais revenir sur 3 points qui me semblent essentiels. Retenir que les parcours dans la voie professionnelle sont ouverts. La formation est centrée sur le développement des compétences professionnelles, mais aussi transversales, communes à des familles de métiers, à des champs professionnels, pour favoriser l'insertion et l'adaptation aux évolutions des métiers. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'aujourd'hui, sans doute au collège, il s'agit davantage d'accompagner l'élève dans son projet personnel et de le préparer à une filière, à un champ professionnel, à une famille de métiers, et à ne pas se centrer trop sur un métier cible qui pourrait l'enfermer ou même le décevoir. On est vraiment dans une perspective de formation à long terme tout au long de la vie et de permettre aux jeunes de s'adapter au monde du travail actuel. Le dernier point qui me semble essentiel, c'est de bien informer les jeunes et les familles sur le contrat de travail, ses exigences et ses obligations qui sont régies par le Code du travail. Il faut savoir que la moyenne d'âge des jeunes qui signent des contrats de travail, des contrats d'apprentissage, pardon, est environ de 15 ans et demi. Ce sont des jeunes éloignés du monde du travail et ils doivent vraiment avoir une bonne connaissance des conditions de formation quand on est apprenti, hein, pour limiter les ruptures et favoriser leur réussite, hein, bien sûr. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, merci à Régine Langronne d'avoir préparé cette intervention. On a 2 questions. Alors, on a une question. Pourrez-vous nous transmettre la liste des 14 domaines métiers? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de son service qui peut répondre à cette question?
Et puis, alors, donc, Monsieur Bénard, vous avez indiqué, vous avez mis un lien, en fait, sur la présentation des familles métiers où on peut les retrouver. Donc, sur le site de l'ONITEP, vous le retrouvez dans le chat. Et puis, avez-vous des informations sur les voies technologiques? Alors, peut-être que quelqu'un du service de Madame Langronne peut répondre. Alors, Monsieur Pau, vous avez une précision sur la sécurisation des parcours. Vous pouvez peut-être compléter? La sécurisation des parcours en lycée professionnel est un élément important pour les familles et les élèves. Oui, je me permets juste d'indiquer, de reprendre la parole très brièvement. C'est très important pour nos familles qui sont parfois, comme je vous l'ai indiqué, très éloignées du monde économique. Nous sommes parfois sur des territoires très enclavés, avec une forte paupérisation. Et pour ces familles, notamment pour les élèves qui parfois sont internes, être dans une entreprise à proximité, c'est un élément clé. Et savoir aussi qu'en cas de rupture du contrat d'apprentissage, parce que le jeune n'arrive pas, entre guillemets, à être en phase avec les attentes de l'entreprise, qui, même si elles ont été expliquées, sont parfois très éloignées et très complexes pour certains jeunes, ces jeunes reviennent en formation initiale. Ça me semble très important. Cette dimension est très importante à communiquer, notamment aux élèves de troisième qui vont s'orienter en seconde bac pro et pour des familles qui ensuite viseraient et des élèves un apprentissage en première baccalauréat professionnel. Voilà, je vous remercie. Merci de cette précision. Nous avons prévu dans le programme de vous faire une présentation du témoignage d'une classe mixée. Donc, nous avons une vidéo qui a été réalisée avec le lycée d'Arnage sur comment se déroule une classe mixée. Cependant, au regard de l'heure, là, je vois, il est 11h42. On va un petit peu modifier notre programme. On vous enverra le lien vers la vidéo qui était prévue sur les classes mixées et à la fois témoignage enseignants et jeunes. Céline, je vous passe la parole. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Alors, hop, j'arrive. Voilà, partager mon écran. Hop. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça fonctionne? Oui. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, je me représente rapidement, Céline Moret, je suis chef de projet numérique au service orientation de la direction de l'orientation de l'animation territoriale et de l'insertion professionnelle à la région. Dans le cadre de nos missions partagées sur l'information sur les métiers et les formations, la région a développé plusieurs outils. Je vais vous en présenter 3 dans le cadre de ce webinaire sur la voie professionnelle. Choisir mon stage, choisir mon apprentissage et l'orientibus. Je vais commencer par choisir mon stage, qui est donc une plateforme qui propose différents types de stages pour les publics scolaires. Donc les stages découvertes, donc les stages de troisième, voire de seconde pour certains établissements privés. Les PFMP, période de formation en milieu professionnel pour les élèves de CAP et de Bac Pro de la voie professionnelle, également les stages étudiants. Choisir mon stage ainsi que choisir mon apprentissage, vous les trouverez également de la page home de Choisir mon métier. Ce sont des briques services de CMM de Choisir mon métier, pardon, également. Donc, choisir mon stage propose plusieurs choses.
plusieurs outils. Le principal, c'est effectivement de proposer des offres de stage aux élèves. Mais il n'y a pas que ça. Depuis quelques semaines maintenant, et notamment avec un profil enseignant, vous avez d'autres ressources que vous pouvez utiliser avec les élèves. Puisqu'effectivement, on peut se créer un compte enseignant sur Choisir mon stage pour notamment avoir accès à des ressources, mais également pour suivre ses élèves. Il suffit pour un enseignant de donner son adresse mail à un élève. Cet élève, lorsqu'il va se créer un compte sur Choisir mon stage, va indiquer l'adresse de son enseignant et son compte sera rattaché à celui de son enseignant. Ainsi, l'élève va pouvoir suivre un peu le parcours de son élève, sur quelle offre il a postulé, est-ce qu'il en attend de réponse, est-ce qu'il doit lui-même répondre à la suite d'une réponse d'un employeur, voilà, ce genre de choses. Je vous propose d'y aller directement. On va aller sur... alors, hop. On va aller sur la home de Choisir mon stage. On va se connecter en tant qu'enseignant pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un petit peu long comme connexion, je trouve. Voilà, donc là, vous avez effectivement la home de Choisir mon stage. Vous avez le nombre de stages disponibles à l'instant T. Hein. Donc, en l'occurrence, par exemple, on a 768 stages de découverte disponibles. Vous pouvez donc vous connecter en tant que collégien, lycéen, étudiant, professionnel. Donc, professionnel, évidemment, ce sont les entreprises. Vous allez être redirigé vers une plateforme qui est commune à Choisir mon stage et à Choisir mon apprentissage pour pouvoir déposer des offres d'un seul et même tableau de bord. Et puis, il y a beaucoup d'informations pour les professionnels. Mais vous pouvez également vous connecter en tant qu'établissement scolaire ou membre d'une équipe pédagogique. C'est très simple de se connecter, on ne va pas le faire, hein, il y a 2-3 étapes. Là, on ne va pas le faire. Moi, j'ai un compte, évidemment, pour vous faire une petite démonstration. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Vous arrivez donc, hop, on va enlever ça. Hop là. Vous arrivez donc rapidement sur une home qui se présente ainsi. On vous propose effectivement des événements en live. On appelle ça en fait la Web TV, qui est organisée par notre prestataire MyFuture. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Ils organisent beaucoup d'ateliers et des live métiers, des live entreprises, parfois en 360. Sur différents sujets, différents métiers, des ateliers sur, par exemple, comment construire un CV, comment bien se présenter lors de son stage, voilà, tout un tas de choses très, très différentes. Et vous y avez accès également en replay. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer, lors d'une séance de parcours à venir, traiter d'un sujet précis avec un groupe d'élèves et assister à ce live en direct. Vous êtes prévenu avant les lives par newsletter régulière. Vous avez également à disposition des ressources pédagogiques que vous pouvez utiliser ou non. Donc, des guides et des kits pédagogiques, notamment sur le parcours à venir. Voilà, ça peut être des choses supplémentaires aux ressources dont vous disposez déjà. Vous avez bien sûr accès au suivi des inscrits, aux offres de stage. Hop, je vais retourner sur ma présentation. Il y a effectivement des ressources qui sont directement produites par nos services, comme par exemple des petits PDF sur écrire une lettre de motivation, construire un CV. Ce sont des documents qui sont vraiment adaptés à des élèves jeunes. Il y a pléthore de CV, de lettres de motivation sur Internet. Notre but n'est pas là. Notre but est vraiment de donner des conseils assez simples et de bon sens pour ces élèves voilà, qui feraient par exemple pour la première fois un stage ou qui candidateraient à un contrat d'apprentissage pour la première fois. Voilà, je peux vous montrer juste à quoi ressemble une offre de stage sur Choisir mon stage. C'est assez simple, hein. Vous pouvez afficher les offres soit une par une, soit en liste. L'élève a juste à indiquer s'il aime ou si cette offre ne lui plaît pas. Soit il les met dans ses favoris, soit il la supprime. Il pourra la reconsulter plus tard.
En cliquant sur consulter l'offre, évidemment, il y a plus de détails sur la durée, sur un petit descriptif assez simple. Et plus en fait on s'avance dans le type de stage, c'est-à-dire que ce sont des stages soit de découverte, soit des stages longs, à chaque fois c'est adapté au public et à l'âge de ce public. Et il y aura évidemment beaucoup plus d'informations. Plus on avance, plus on va sur des stages longs. Une fois que vous avez mis plusieurs offres dans vos favoris, il vous suffit d'y candidater. Voilà, pour ne pas perdre de temps, je ne me connecte pas pour vous montrer, mais juste pour vous dire que vraiment les choses sont accessibles, elles sont faites. La navigation est faite pour ce public jeune, ou moins jeune d'ailleurs, et l'adaptation est faite. Je vous ai indiqué à chaque fois les coordonnées des chefs de projet sur ces différents outils. En l'occurrence, c'est moi pour choisir mon stage, choisir mon apprentissage. Vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas effectivement à m'envoyer des messages au besoin. Vous avez également sur choisir mon stage à chaque fois un petit... alors, je ne peux pas y accéder parce que j'ai une barre ici. Vous avez effectivement ici, comme vous le voyez en bas à droite, vous avez un petit chabot. Les élèves l'ont aussi pour poser toutes vos questions si vous avez des difficultés lors de votre navigation. Est-ce que vous souhaitez me poser des questions d'abord sur choisir mon stage, si vous en avez, ou est-ce que je peux passer directement à choisir mon apprentissage? On n'a pas de questions pour l'instant dans le chat. Juste une petite information par rapport aux offres, notamment des stages découvertes. Le but est d'ouvrir le champ des possibles. Donc, évidemment, le jeune, quand il va s'inscrire, il va indiquer le secteur, le domaine d'activité dans lequel il souhaiterait un petit peu avoir une expérience immersive. Ce qui compte en particulier, c'est la localisation de l'offre que vous voyez ici. On va proposer toujours en premier, pour les stages découvertes, dans tous les cas, une localisation la plus proche possible de son domicile ou de son établissement. S'il n'y a pas d'offre, par exemple, dans le secteur, par exemple, de la communication, on va lui proposer d'autres offres qui seront plus près de chez lui. Ce n'est pas le cas, évidemment, pour les stages plus longs ou pour les contrats d'apprentissage, où là, c'est vraiment le secteur, évidemment, qui prédomine parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Si vous n'avez pas de questions... Ouais, je pense qu'on peut avancer. Là, on avance. Oui, voilà. Choisir mon apprentissage est très similaire à choisir mon stage. Hein. La home ressemble évidemment beaucoup. Des différences néanmoins sur choisir mon apprentissage qui va apparaître voilà, dans quelques instants. Vous avez des services accessibles sans avoir besoin de se connecter. Tout de suite sur la droite, vous avez notamment toutes les infos sur l'apprentissage qui renvoient vers le dossier très complet de choisir mon métier. Idem, une entrée, mais là réservée aux professionnels qui renvoie vers l'interface dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec une FAQ très complète également. Vous avez un petit formulaire qui vous permet de trouver une formation en apprentissage. C'est un formulaire vraiment simplifié et adapté pour trouver une formation en apprentissage près de chez vous. Si elle n'est pas près de chez vous, si elle est près de chez vous, pardon, vous aurez des informations, enfin en tout cas si elle est dans la région, vous aurez des informations sur choisir mon métier. Si elle n'est pas proposée en région Pays de la Loire, on vous renverra vers sa fiche descriptive sur l'ONICEP. Une fois que vous avez trouvé cette formation, vous pourrez la rapatrier via un simple clic pour trouver un contrat d'apprentissage correspondant. Voilà, vous voyez, l'offre se présente de la même manière. Il y aura bien sûr beaucoup plus de détails une fois que vous allez consulter l'offre plus en détail. Voilà, il y a de même dans son profil, le jeune a accès à différents petits documents, différentes ressources, comme effectivement créer son premier CV. Il y a également un CV qui est téléchargeable, un CV basique qui est téléchargeable et modifiable. Et puis, il y a également des ressources pour sa lettre de motivation. Voilà, donc des choses vraiment très simplifiées. En revanche, sur choisir mon apprentissage, il n'y a pas de possibilité de connexion pour l'équipe pédagogique. Ce service est seulement accessible sur choisir mon stage. Et la Web TV qui est actuellement disponible pour les enseignants le sera très très prochainement, en tout début d'année prochaine normalement, pour tous les jeunes qui sont inscrits sur choisir mon stage ou sur choisir mon apprentissage.
Enfin, l'Orientibus. Donc, l'Orientibus sillonne la région à la demande principalement des établissements scolaires, hein, avec des objectifs clairs, permettent au public de découvrir le monde professionnel, les métiers et les formations, équiper les établissements scolaires, organisateurs de forums, de salons ou d'un outil innovant. Pardon. Donc, il y a 5 véhicules actuellement, avec minimum un animateur. Des ateliers et séquences pédagogiques sont proposés avec des supports un peu dynamiques et attractifs pour les jeunes, notamment effectivement les cases de réalité virtuelle qui rencontrent, c'est vrai, un succès auprès de ces publics. Il y a différents ateliers donc pour mieux se connaître, identifier les professions selon ses centres d'intérêt, découvrir donc par immersion des univers au cœur des entreprises, comprendre grâce aux quiz et vidéos les particularités des voies de formation et des trajectoires possibles. Les conditions d'accès, c'est effectivement sur inscription grâce à un calendrier en ligne. Vous aurez ici la possibilité d'y accéder. Je ne passe pas la vidéo parce que je ne pense pas qu'on ait le temps, mais elle est accessible. Vous aurez évidemment accès à ce support, hein. Vous avez sur Pro choisir mon métier. Tout un dossier Orientibus avec les renseignements, des forums aux questions, comment s'inscrire à la démarche, l'annuaire des contacts des professionnels et tout un tas d'outils à télécharger, puisque effectivement l'Orientibus, bien sûr, se déplace à la demande. Il suffit de s'inscrire sur le calendrier. Je ne vous cache pas que le calendrier pour l'année 2021-2022 est déjà complet. Donc, vous pouvez quand même essayer d'envoyer un message. Il peut y avoir des désistements, mais pour cette année, c'est compliqué. Il faut effectivement s'y prendre à l'avance. Le calendrier pour l'année 2022-2023 sera ouvert à partir du 15 juin 2022. Ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'à partir du moment où un établissement fait appel à l'Orientibus, il y a pas mal de choses à mettre en place en amont, puisqu'en fait, cette journée doit être organisée par l'établissement. C'est pour ça également qu'on met à disposition tout un tas de ressources, par exemple un annuaire de professionnels qui peuvent se déplacer. Vous pouvez, par exemple, effectivement, choisir d'aborder une thématique, par exemple la voie pro, l'apprentissage, l'alternance, et construire une journée pédagogique autour de ce sujet. Puisque l'Orientibus, lui viendra en support finalement de cette journée que vous organisez, que vous programmez en fonction de ce que vous voulez, des professionnels que vous souhaitez faire venir. Et l'Orientibus va s'adapter à votre programmation. Voilà ce que je peux vous dire sur l'Orientibus. Vous avez les coordonnées de la chef de projet, Aurélia Sauvageau-Guibert, qui s'affiche ici. Vous aurez également évidemment d'autres adresses disponibles, notamment l'adresse toute simple orientibus@paysdelaloire.fr, sur laquelle vous pouvez évidemment poser toutes vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Je sais, c'est un petit peu rapide, j'aurais d'autres choses à vous dire, mais à l'intérieur de ce document, de ce support que vous allez avoir, vous trouverez beaucoup d'informations supplémentaires. Alors, plus qu'une question, c'est une remarque de Gonaël Béliard au lycée Sainte-Marie. Pour avoir testé le site à la recherche d'un stage pour un collégien de 3e, il semble qu'après contact avec les professionnels, ces stages soient réservés à des élèves de bac pro. Alors, c'est étonnant, ou alors il y avait alors toutes les offres sont vérifiées. Il se peut qu'il y ait eu un souci. Je ne sais pas comment les élèves se sont connectés en tant que collégiens, en tant que lycéens. On demande lors de l'inscription, même si on est lycéen, est-ce qu'on recherche un stage court ou un stage long? Donc, pour un stage court, normalement, tout ce qui est effectivement réservé au CAP et au bac pro, ce n'est pas accessible. Donc, comme ça, je ne peux pas vous donner une réponse. Il faudrait que j'en sache un petit peu plus. Alors, on peut peut-être vous faire remonter ces cas-là? Tout à fait, mais au contraire, vous avez mes coordonnées. Vous pouvez également les faire remonter via le chatbot. Mais bien sûr, oui, il y a mon adresse email. Surtout, au contraire, n'hésitez pas. Il peut y avoir des petits ratés, il peut y avoir des erreurs.
Donc, au contraire, nous, dès qu'on a connaissance d'une problématique, on la vérifie et on applique les correctifs le plus rapidement possible. Mais là, je ne suis pas en capacité de... on n'a pas souvent de remontée, mais au contraire, partagez-nous ce problème. Bien sûr, je vous en prie. Merci Céline. Pour clôturer ce webinaire, donc on vous propose de revenir sur les freins que vous aviez identifiés et en vous proposant justement au regard de ce que vous avez pu entendre et de ce que vous avez peut-être découvert aujourd'hui, notez les solutions en dessous, notez les solutions que vous avez retenues et puis exprimez vos besoins aussi. Alors, on va clôturer le webinaire et on va vous remercier de votre participation et merci aux différents intervenants. Et vous pourrez retrouver donc ce webinaire sur la page ressources professionnalisation du site du CARIFOREF. Et on va vous adresser à l'issue de ce webinaire un formulaire d'évaluation de ce webinaire. Merci à tous.